Ce soir, je suis content parce que je suis dans la maison du Seigneur et il nous a fait grâce encore une fois de pouvoir nous retrouver. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale parce que nous allons parler d'entreprendre. Nous allons parler d'entreprendre. Le thème, si la technique peut nous aider, le thème en fait est rédigé comme étant entreprendre à partir du peu. Entreprendre à partir du peu. Alors, nous allons parler d'entrepreneuriat, mais nous allons parler de la Bible aussi. Et ça va être pratique. Donc, nous demandons au Saint-Esprit de nous assister en ce moment pour que personne ne retourne comme il était avant d'arriver. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse véritablement faire son travail au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire un verset. Le psaume 127, verset 2. Et ça va faire partie d'une série de versets, de pensées bibliques que nous allons lire dans un premier temps pour voir un peu de quoi il s'agit. Le psaume 127, verset 2 dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Amen. Ce verset, gardez-le bien, écoutez celui-ci. Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous connaissez également sûrement l'autre qui dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. En fait, c'est une série de versets que j'ai choisis parce que leur interprétation a amené beaucoup de personnes à croire que la manne continue de tomber aujourd'hui. Et plutôt que d'aller travailler, on passe plus de temps à espérer que Dieu fasse un miracle. À ces versets, je peux répondre par ceci. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Juste la partie où il dit que nous prospérerions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc, ça voudrait dire que Dieu a déjà une pensée de prospérité. Et qui parle de prospérité, parle d'évolution d'une étape à une autre. Ensuite, le psaume 1, verset 3. Il est dit là-bas, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, etc., qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, encore une fois là-bas, nous avons une pensée qui est plutôt intéressante. On parle de celui qui est enfant de Dieu. Et à ce titre, la parole de Dieu dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que pour nous, ou bien pour vous qui avez l'habitude d'aller au champ, lorsque vous voulez planter du maïs, est-ce que ce sont des tiges de maïs que vous plantez? Non. Est-ce que nous enterrons des ignames complètes pour en avoir? Non. Nous plantons, par exemple, 2-3 graines de maïs et elles prennent le temps de grandir. Alors, ici, quand la Bible nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, en réalité, il a pris son temps pour grandir. Il a fait face à tout ce qu'on peut rencontrer comme intempéries, mais sachant que la grâce de Dieu est avec lui. Et c'est ce qui lui permet d'être un arbre solide qui peut donner son fruit en sa saison. Amen. Amen. Très bien. Alors, ce soir, nous allons adopter un thème, une progression qui sera par questionnement. Donc, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, nous avons choisi de répondre à la question « Quoi ?» dans un premier temps. Quoi? C'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat?
qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et je me suis livré à un petit exercice. J'ai voulu voir ce que le petit Robert, le dictionnaire Petit Robert en disait. Il a été très bref. Il dit, entreprendre, c'est créer une entreprise. Est-ce que ce n'est pas trop bref? Alors, donc ça nous amène à chercher qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Et selon Wikipédia, diapo, partie technique, selon Wikipédia, une entreprise, elle est également appelée firme, compagnie, société et familièrement boîte ou business. Et c'est une organisation ou une unité institutionnelle. Elle est mue par un projet décliné en stratégie, politique et en plan d'action dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients en réalisant un équilibre de ses comptes, des charges et de produits. Waouh! On va se dire qu'on est à un cours d'économie, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, nous avons une définition qui peut être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. On va parler d'entreprendre ou bien d'entreprise qui réussit chaque fois que nous pouvons créer une rencontre entre le fruit de notre travail et une liste de gens qui sont capables d'acheter ce que nous offrons à un bon prix. Que ce soit des biens, que ce soit des services, chaque fois que vous avez cette possibilité d'offrir quelque chose à quelqu'un et qu'en retour vous recevez le paiement qui vous convient, qui vous satisfait, vous pouvez parler d'entreprendre. S'il en est ainsi, il faudrait qu'on puisse voir de quoi je dispose pour pouvoir entreprendre. Surtout que nous sommes dans le cadre d'entreprendre avec le peu. Entreprendre avec le peu, c'est vraiment le peu. Certains ont décidé de l'appeler entreprendre à 0 francs. Entreprendre avec le peu, je pense que c'est plus raisonnable. Et très souvent, nous oublions certaines ressources que nous avons. Parce qu'en réalité, pour parler de ressources, nous avons à répondre à une question qui se retrouve encore une fois dans la Bible. Qu'as-tu dans ta main? Ça, c'était une question que le Seigneur avait posée à Moïse. Qu'as-tu dans ta main? Et puis, il y avait une question qui est similaire, qu'on peut retrouver, je pense, au niveau de la veuve de Sarepta, lorsque le prophète a demandé « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle a répondu « Je n'ai pratiquement plus rien, sauf un fond d'huile. » « Qu'as-tu dans ta main ?» Il a répondu « J'ai un bâton. » Donc, ma première question à ton endroit cette nuit, c'est « Qu'as-tu dans ta main ?» Et pour y répondre, tu peux répondre comme, par exemple, « J'ai ma personnalité. » Oui, on peut oublier que la personnalité d'une personne peut en faire une spécificité. Il y a des personnes qui, juste en souriant, dégagent quelque chose et ils ont réussi à vendre ce sourire-là pour de la publicité. Mais centre d'intérêt ou passion, ça c'est encore un autre des éléments qui définissent la personne que je suis ou que vous êtes et qui peut justement servir comme ressource lorsque je veux entreprendre. Je connais 2 personnes, un exemple au Togo et un exemple au Nigeria. Au Togo, c'est une personne que je connais bien avant les années 2000 et qui, lorsqu'il était encore en classe de 6e, 5e, s'intéressait beaucoup aux poissons. C'était son centre d'intérêt. Il étudiait, certes, il était en classe, mais son temps, il le passait par passion à élever des poissons. Et j'ai eu à voir certains poissons que je n'ai plus retrouvés nulle part ailleurs parce que c'était des guppies, c'était des poissons de combat.
Donc à l'époque, il organisait de petits combats avec les poissons. Mais par la suite, il a grandi, il a évolué avec cette passion-là. Bien qu'ayant obtenu son bac, sa licence en anglais et d'autres choses encore, aujourd'hui, il est un spécialiste de la pisciculture et de l'aquariophilie. Voilà un exemple de quelqu'un qui, justement, a utilisé le volet passion ou centre d'intérêt. Qu'as-tu dans ta main? Est-ce qu'il s'agit de compétences particulières? Peut-être que tu es à l'aise pour la rédaction. Aujourd'hui, tu peux te mettre à ton propre compte et grâce au numérique, écrire et même travailler pour des firmes, même à l'international. J'ai déjà vu des offres d'emploi où tout ce qu'on demandait, c'est être capable de traduire de l'anglais vers le français pour pouvoir servir de traducteur pour les notices de médicaments. Et ça, vous n'avez pas besoin, c'était une société coréenne, vous n'avez pas besoin d'être en Corée. Juste avec cette compétence, vous pouviez rester à Lomé et travailler. Qu'as-tu dans ta main? On peut répondre avec les valeurs, les connaissances, beaucoup de choses, mais on peut également répondre avec le téléphone, par exemple. Donc, nous avons très souvent, ce que j'aimerais que vous puissiez me suivre dans ma pensée, très souvent, nous négligeons certains éléments que Dieu nous a déjà donnés. Et il y a 2 jours, l'orateur disait que bien souvent, on oublie de dire merci pour ce qu'on a déjà, afin d'avoir plus. Nous avons donc à faire un devoir de reconnaissance par rapport à ce que nous avons. Qu'as-tu déjà? Tu as peut-être un garage désaffecté dans la maison familiale, un garage qui n'est pas utilisé, qui peut être converti. Je suis en train de lancer des idées pour que chacun puisse voir déjà ce qu'il a dans sa main. Qu'as-tu dans ta main? Un carnet d'adresses peut-être. Certains ont travaillé à des endroits, personnellement, moi j'ai eu à faire ça, pour avoir un carnet d'adresses solide afin de pouvoir l'avoir comme capital. Qu'as-tu dans ta main? Un laptop ou bien c'est une chèvre? Parce que tu peux posséder une chèvre et ça peut être le début d'une grande entreprise. Tu peux posséder 2 poules et ça peut être le début d'une grande entreprise. Ou bien c'est 15 000 francs. Ou, pour finir, c'est peut-être 3 heures de temps libre les samedis après-midi. C'est également une ressource qu'on ne doit pas négliger. Tu peux faire beaucoup de choses en 3 heures de temps. Tu peux considérer cela lorsque tu fais ton diagnostic, lorsque tu fais ta première liste. Donc, voilà un peu comment, en voulant répondre à la question « Qu'as-tu dans ta main ?», tu peux te rendre compte que tu as en réalité beaucoup de choses sous la main que tu négliges, beaucoup de choses auxquelles peut-être tu ne donnes pas assez de valeur, assez de considération avant de chercher des solutions. Ça nous permet aussi de voir, j'ai parlé de 15 000 francs tout à l'heure. Certains n'ont même pas eu besoin de 15 000 francs pour démarrer. J'ai connu une histoire lorsque j'étais dans le secteur bancaire. Il y a quelqu'un qui, volontairement, il s'était rendu compte qu'au fait, devant une société, les motos, les gens venaient garer, et puis il n'y avait pas de problème, mais il a vu qu'il n'y avait pas de gardien. Tout ce qu'il a eu à faire, c'était aller supplier des personnes de lui donner 300 francs ou 500 francs, je ne me rappelle plus exactement. Avec les 500 francs, il a acheté un marqueur, il a acheté des morceaux de carton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a découpés, il a inscrit des numéros, et puis il s'est mis sur le parking. Lorsque les gens venaient garer, « Bonjour tonton, ah, voilà, ça c'est pour vous. » Ah, c'est du nouveau. Et qu'est-ce qu'il faisait donc? Il commençait à faire du gardiennage pour les motos. En une journée, avec l'affluence qu'il avait eue, il s'est rendu compte que ces 500 francs-là, il les avait remboursés depuis trop longtemps. Donc voilà comment quelqu'un s'était donc mis dans cette position et a commencé à gagner à partir de 500 francs d'investissement. Il a commencé à gagner autant. Je vous donne un autre exemple qui est dans le même sens, mais ça c'est aux États-Unis. J'avais vu la vidéo en ligne. Il s'agit d'un monsieur qui s'était rendu compte qu'il y a beaucoup d'affluence. Je ne sais plus, je ne connais plus la ville, Manhattan ou je ne sais plus laquelle. Les gens avaient
envie d'aller manger à la pause. Vous avez 15 minutes pour pouvoir aller manger. Mais quand vous sortez, c'est tout le monde qui sort pratiquement au même moment. Vous allez faire une queue interminable et finalement, vous avez perdu votre temps, vous n'avez pas votre repas, vous risquez d'être en retard au service. Alors, ce monsieur-là, qui était un chômeur, qui traînait dans les rues, il a observé le phénomène et puis il dit, bon, ok, là, tout simplement, ce que je vais faire, je vais vendre mon temps. Et il a vu des gens qui étaient en train de souffrir, il dit, écoutez, je vais faire la queue pour vous, et quand j'arrive là-bas, je prends le repas et je vous donne. Les autres ont dit, ok, pas de problème. Je vous dis que l'histoire est devenue virale parce que ce chômeur-là, ce clochard entre griffes, est devenu un chef d'entreprise parce qu'il a eu à recruter des dizaines d'autres chômeurs qui faisaient maintenant la queue. Et donc, eux, ils faisaient la queue pour les autres personnes, pour récupérer. Et puis, une fois qu'ils ont le produit, ils le donnaient aux personnes qu'il faut. Donc, voyez un peu comment, tout petit, on peut déjà procéder. Tout ceci, c'était pour répondre à la question « quoi ?» Qui peut être entrepreneur? Qui peut être entrepreneur? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Je pense qu'on n'a pas assez de temps ce soir, sans quoi on devrait poser des questions en même temps et essayer tous d'y répondre. En réalité, tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde. Des enfants sont entrepreneurs. Au Cameroun, on a connu l'histoire. Il est multimillionnaire actuellement. Et en racontant son histoire, il a expliqué comment lui, il a entrepris en vendant des bonbons depuis les bancs. Quand il s'est rendu compte que les bonbons, ça coulait, alors il est parti directement négocier avec celui qui importait dans sa ville, et il avait une petite remise. Et il s'est débrouillé pour trouver une personne dans chaque classe pour pouvoir revendre. Il a fait le compte, il s'est rendu compte que ça prospérait. Ce monsieur, il est devenu pharmacien après. Qui, je disais donc homme, femme, je peux dire aussi apprenti, élève, je peux dire chômeur, je peux dire enseignant, toute personne en réalité. Est-ce qu'un chrétien peut être entrepreneur? Est-ce qu'un chrétien peut être entrepreneur? Oui? Qui est pour oui? D'accord. Oui, le chrétien peut être entrepreneur. Est-ce que quelqu'un est contre? Non, ok. Dieu merci. Alors, oui, le chrétien peut être entrepreneur. La parole de Dieu dit que nos greniers seront bénis. Donc, vous voyez, si nos greniers doivent être remplis pour être bénis, ça veut dire que nous sommes en train de faire quelque chose, n'est-ce pas? Nous sommes en train de faire quelque chose. Quand j'avais lu le psaume 1, verset 3, il était écrit à la fin que tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, il faut être en train de faire quelque chose pour que le Seigneur bénisse. Maintenant, est-ce qu'il est possible que Dieu bénisse le salaire? Il est possible que Dieu bénisse le salaire? Oui? Est-ce que, par exemple, à la fin de chaque mois, on peut avoir des augmentations spectaculaires, par exemple, du salaire? C'est un peu plus difficile dans la réalité. Le salaire, il répond à à des normes en termes de contrat. Par contre, quand vous avez une activité à côté, le Seigneur saura comment il peut rabattre, je dirais, les poissons pour que vous puissiez avoir la pêche miraculeuse lorsque vous entreprenez à côté. Au Nigeria également, j'ai eu à découvrir quelque chose. Il y a une pensée qui est répandue là-bas. Ici, je pense qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Le droit du travail, à moins que ça ait été corrigé dans le temps, n'autorise pas le fonctionnaire d'État à avoir une activité, à avoir une entreprise, en fait, officiellement. Par contre, là-bas,
ils ont ce mot d'ordre, surtout en milieu chrétien, où ils se disent que, d'ailleurs c'est chez eux que j'ai entendu cela, que si Dieu veut te bénir, la bénédiction elle est déjà là. C'est comme si elle est dans l'air, elle attend ce sur quoi elle doit se poser. Donc tu as besoin de présenter quelque chose au Seigneur. Seigneur, voici ce que j'ai. Et Dieu dit, ok, je bénis. Qu'as-tu dans ta main? Ça revient encore une fois. Donc, ils prennent l'habitude, quelle que soit leur occupation, d'avoir une carte, nous appelons ça ici carte unique d'entreprise. Ils l'ont toujours et ils paient les impôts chaque année, qu'ils soient en fonction quelque part ou pas. Ils le font en se disant, Seigneur, si tu veux me bénir, tu vas m'envoyer un contrat, un gros contrat va me tomber dessus. Donc ils s'apprêtent pour que le Seigneur n'ait pas dit, je suis venu, mais je ne t'ai pas vu et je suis reparti. Donc voilà un peu ce que j'ai découvert avec eux. Et entrer et prendre. Voilà une entrepreneure française chrétienne, qui explique que entreprendre, c'est entrer et prendre. Entreprendre, c'est entrer et prendre, c'est-à-dire qu'il est difficile d'entrer, mais il faut quand même forcer pour entrer et prendre les bénédictions qui s'y trouvent. Prendre les bénédictions. Le royaume des cieux appartient aux violents, on nous l'a dit encore au cours de la semaine. Voilà. Alors, est-ce que Dieu, je demandais tantôt, est-ce qu'un chrétien pouvait être entrepreneur? Oui. Est-ce que Dieu aime l'entrepreneuriat? On l'a vu tout à l'heure, oui. Mais être entrepreneur, c'est être aussi créateur à l'image de Dieu. Être entrepreneur, c'est être créateur à l'image de Dieu. Le récit de la création dans Genèse chapitre 1 nous montre que Dieu il a procédé d'une certaine manière et que nous pouvons retrouver. Parce que Dieu avait une vision pour faire ce qu'il a fait. Et il a suivi des étapes. Peut-être qu'on le lit très souvent, on n'y prête pas trop attention, mais en réalité, il y a des processus qui sont suivis là. Il faut avoir par exemple la vision. Tu veux entreprendre quelque chose, on verra tout à l'heure comment ça se passe, mais on a besoin de la vision. On a besoin de voir là où il y a une brousse, on a besoin déjà dans son esprit de voir que non, à la place de cette brousse, on peut avoir un immense verger, par exemple. On peut avoir une très grande salle de formation, on peut avoir un marché pour lequel les gens vont payer avant de rentrer, ainsi de suite. Tout ça, ça va partir d'une vision. Et c'est pourquoi on le fait. Et à part la vision, il y aura la réalisation. Parce que quand on voit toujours le récit de la création, nous voyons Dieu en action, en train de séparer les choses, en train de faire les choses. Et le troisième point, nous allons voir que Dieu faisait toujours une évaluation. Quand nous prenons les versets, Genèse chapitre 1, verset 10 par exemple, Genèse chapitre 1, verset 10 nous dit, 10, voilà. Verset 10 nous dit, Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Un peu plus loin, on voit qu'à chaque étape de la création, il donnait une sorte de conclusion. Il voyait que cela était bon. Et c'est en fonction de ça qu'il avançait. Donc cela nous inspire des choses, comme par exemple, c'est bien beau, oui, j'ai une vision de changer mon quartier. Très bien, j'ai une vision. Alors, côté réalisation, je mets en branle les moyens, j'essaie de créer les choses. Mais si je m'en mets installer des kiosques de cigarettes, est-ce que je pourrais dire que je vis que cela était bon? Est-ce que je peux le dire? Non, parce que moi, j'ai une éthique chrétienne qui s'attache à moi. Alors, quels sont les types d'entrepreneurs et quelles sont les formes juridiques qu'on peut avoir, par exemple? Parce que nous sommes en train de voir qui peut entreprendre. Nous avons vu que nous tous, nous pouvons entreprendre. Nous avons vu que
il y a des modèles que nous pouvons suivre. Et maintenant, il s'agit de voir, par exemple, quels sont les types d'entrepreneurs. Donc, nous pouvons parler des entrepreneurs nés. Un entrepreneur né, c'est une classification qui dit qu'il y a les entrepreneurs nés, les entrepreneurs formés sur le tas, les entrepreneurs formés sur les bancs. Les entrepreneurs nés, généralement, ils sont dotés de ce qu'on appelle aussi l'intelligence financière. Là où vous n'avez pas même l'idée, eux, ils sont déjà en avance pour voir que ça peut être rentable. Nous avons eu à travailler avec un enfant, elle a 7 ans, même actuellement, et elle nous a surpris une fois, pour vous donner un petit exemple de ce qu'on peut appeler un entrepreneur nœud. Alors, elle est arrivée au cours, et puis elle avait qu'un paquet de biscuits. Mais elle voulait manger. Alors, elle a tout de suite ciblé une de ses camarades qui était venue avec un plat bien garni. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son paquet de biscuits, et puis elle s'en va parler à l'autre. Oh, tu vois mes biscuits, c'est joli, non? Ça va être doux, hein? Je vais partager avec toi, tu es d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? De la négociation. Mais elle est en train de faire aussi de l'investissement. L'autre a mordu alors, mais elle lui a donné, et elle a pris les biscuits, puis elle lui dit, tu as du riz? Ok, d'accord. Après, tu vas me donner un peu. Elle dit, il n'y a pas de problème. Tout ça, elle a su gérer pour que les encadrants ne sachent pas. Mais puisqu'on avait un objectif derrière, on l'a laissé voir jusqu'où elle pouvait aller. Effectivement, elle a conclu ce qu'on va appeler le deal. Aujourd'hui, on va dire que c'est avec ses biscuits contre riz. Mais demain, quand elle aura de l'or, elle pourra l'échanger contre de l'huile ou bien tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'elle est entrepreneur née. Il y a des entrepreneurs formés sur le tas. Vous avez des personnes aujourd'hui qui, c'est par la force des choses, qu'ils ont dû apprendre à être entrepreneurs. Je vais donner l'exemple d'un monsieur qui le dit, donc je peux en parler. L'inventeur du Foufou Mix explique par exemple que lui, il est inventeur à la base. Il est inventeur à la base. Mais c'est normalement dans le processus comme cela se passe ailleurs, il devrait juste disposer d'un brevet qu'il arrive à revendre à un industriel qui s'occupe de la production en masse et pour couvrir les marchés et chacun est tranquille. Lui, il est inventeur, il continue d'inventer d'autres choses et un autre s'occupe de la production et de la commercialisation. Mais n'ayant pas sous nos cieux ces capacités-là disponibles, il a dû se muter en entrepreneur. Donc, il a dû apprendre sur le tas. Et nous avons maintenant les entrepreneurs formés sur les bancs, donc ces personnes-là qui ont la capacité ou bien qui ont eu la grâce de suivre des cours pour pouvoir être à même d'entreprendre. Et ces personnes peuvent créer différents types d'entreprises. Nous avons une classification, si la partie technique peut nous aider, nous avons une classification qui peut tenir compte soit du secteur d'activité. À ce moment, on va dire par exemple que c'est le secteur primaire, l'agriculture. Aujourd'hui, j'étais en discussion avec quelqu'un au Gabon, il me dit qu'aujourd'hui, que le Gabon s'est lancé d'une façon brusque en agriculture. Donc ça peut être un titre, cette information-là, pour quelqu'un, pour voir comment il peut aller exploiter cette nouvelle activité qui démarre là-bas. Nous avons le secteur industriel. Le secteur industriel, il est là, c'est généralement le secteur de la transformation, où il faut avoir peut-être un petit outillage, il faut avoir de la mécanisation. Et nous avons le secteur tertiaire qui parle de tout ce qui est aujourd'hui technologie, on va dire également de digital, on peut tout mettre à ce niveau. Donc, à chaque fois que nous serons en train de voir, vous pouvez essayer déjà d'imaginer qu'est-ce que vous pouvez piquer à chaque niveau. Alors, selon la propriété, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais effectivement, que vous soyez seul ou que vous soyez ensemble, on va dire que l'entreprise vous appartient à vous seul ou elle appartient à un groupe de personnes. Donc, selon la forme juridique, il y a, selon l'OHADA,
il y a 4 formes majeures. Il y a d'autres également qui s'ajoutent. Les sociétés en nom collectif, par exemple, nous avons les SARL. Elles sont plus connues, sociétés à responsabilité limitée, où les personnes se mettent ensemble. Nous avons les sociétés anonymes. Nous avons les sociétés en commandite simple. Mais pour vous expliquer cela, nous allons prendre plutôt un schéma tout à l'heure et vous comprendrez qu'il faut partir vraiment du peu pour espérer que la tige puisse devenir le tronc de l'arbre qui est planté auprès du ruisseau dans le Psaume chapitre 1. D'accord? Donc, en termes de démarrage, on peut commencer aussi comme un établissement. L'établissement, tout le monde sait ce que c'est qu'un établissement. En réalité, le terme juridique approprié, c'est entreprise individuelle. Ce qui veut dire que l'entreprise est confondue avec vous-même. Quand, par exemple, on ne le souhaite pas, mais l'entreprise a un problème et on dit qu'on doit faire, par exemple, une saisie, vous êtes cette entreprise. On peut se permettre d'aller saisir vos biens propres à la maison. Ça, ce sont les inconvénients, on dira, de l'établissement, même s'il est plus facile d'en créer. Il y a aussi une limite lorsque vous allez à la chambre de commerce pour pouvoir créer. Mais quand vous faites évoluer l'établissement et que vous la faites progresser comme il faut, vous pouvez faire maintenant intervenir d'autres personnes. Donc à ce moment, vous pouvez changer vous pouvez changer, on va dire, la forme juridique et passer à une salle, par exemple. Vous pouvez même, d'ailleurs, avant d'aller à une salle, vous pouvez passer par des intermédiaires comme l'entreprise unipersonnelle, mais à responsabilité limitée. Là, à ce moment, vous avez décidé que vos biens sont à part et les biens également de l'entreprise sont à part. Nous avons également, après cela, la salle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, elles ne sont généralement pas très nombreuses, qui se mettent ensemble pour pouvoir lancer une entreprise, pour avancer et pour pouvoir aussi jouir des fruits. Mais parce que la responsabilité est limitée, dans le cas où il y a un problème, on ne pourra jamais, on pourra difficilement, je dirais plutôt, on pourra difficilement vous poursuivre sur vos biens propres à vous. Donc, c'est généralement après que la salle peut devenir, par exemple, une SA. Une SA, une société anonyme où vraiment l'entreprise a si bien évolué. On a besoin de cash, on a besoin d'argent pour soutenir la croissance de l'entreprise. Et là, on fait appel à plein de personnes. On passe par une société de gestion et d'intermédiation, par exemple. On va peut-être pour aller en bourse et tout. Et on demande à des personnes d'intégrer avec le peu qu'ils ont. Donc, voilà comment ça évolue du côté de la classification selon la forme juridique. Selon la taille, nous avons aussi des éléments très rapidement qu'on peut donner. Vous pouvez parler de grandes entreprises suivant la taille de l'entreprise. On peut même parler de multinationales à ce niveau, lorsqu'elle est située dans plusieurs pays. On peut parler des PME, c'est un terme qui revient très souvent, PME, PMI, petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, mais on peut également parler des TPE, des très petites entreprises. Et les très petites entreprises aujourd'hui, c'est peut-être encore un secret, mais les banques s'intéressent aujourd'hui vraiment aux très petites entreprises parce qu'elles ont compris que ce sont les TPE qui font la croissance des microfinances. Donc, elles essaient de voir comment elles peuvent à leur tour également les accompagner. Nous continuons nos questions. Donc, nous nous approchons maintenant de la question « Quand ?» Quand est-ce qu'il faut entreprendre? Quand est-ce qu'il faut commencer à entreprendre? En réalité, on commence à entreprendre une fois que l'idée d'affaires vient te traverser. Peut-être que je suis en train de parler ici et tu as déjà une idée qui vient te traverser. Tu as commencé en réalité le processus de l'entrepreneuriat. Parce que si tu te permets de prendre note,
pour pouvoir y retourner après et commencer les évaluations qu'il faut. Là, tu as commencé à entreprendre déjà. Sur les bancs ou à tout moment, et il est remarqué que la jeunesse, en réalité, a parfois une longueur d'avance plutôt que les personnes qui sont déjà mariées, qui ont des charges, parce qu'à ce moment, il faut faire des calculs en tenant compte des risques quand on veut investir, quand on veut démarrer quelque chose par rapport à la situation de toute la famille. Mais pourquoi donc faudrait-il qu'on entreprenne? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on devienne entrepreneur? La première réponse que moi je dirais, c'est pour donner l'occasion à Dieu de nous bénir. Pour donner l'occasion à Dieu de nous bénir. Je me rappelle qu'on nous donnait une définition sur les bancs, ça fait longtemps maintenant. On disait qu'une nation riche est une nation composée d'individus riches. Et je crois qu'aujourd'hui que si nous voulons parler d'une église qui est florissante, une église qui est à l'aise, il faudra compter également sur des membres qui sont à l'aise. Parce que, vous le savez très bien, l'évangile, il est gratuit, mais les moyens pour aller donner cet évangile, eux, ils ne sont pas gratuits. Donc, il faut que nous puissions, en tant que membres du corps de Christ, être à l'aise. Et pour cela, nous avons une possibilité, celle de devenir entrepreneur, par exemple. Il faut pouvoir considérer un slide, partie technique, s'il vous plaît. Alors, vous voyez là, au premier niveau, je ne sais pas si c'est très visible, mais il s'agit de tous ceux qui profitent de la création d'une entreprise. Nous voyons que dans un premier temps, nous avons par exemple le personnel qui a des salaires. Nous avons l'État, les organismes sociaux qui ont des impôts et cotisations sociales à leur avantage. Nous avons les prêteurs, comme les banques et autres, qui ont les intérêts. Nous avons les apporteurs de capitaux qui ont leurs dividendes. Et nous avons l'entreprise elle-même qui profite des revenus non distribués, qu'on va appeler par exemple les réserves. Donc voilà autant de personnes de personnes physiques ou morales, qui peuvent profiter de la création d'une entreprise. Imaginons simplement si, au sortir de ce soir, nous avons 10 personnes qui arrivent à créer, qui commencent ce processus et mettent en place chacun une entreprise. Et que ces entreprises recrutent ne serait-ce que 4-5 jeunes au sein de la chapelle. Ça fait beaucoup moins de chômeurs d'un seul coup, une quarantaine, voire une cinquantaine, simplement parce qu'on aura choisi de devenir entrepreneur. Voilà. Mais comment ça marche? Comment on devient alors entrepreneur? Je parle d'une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui sont prises en charge par une dizaine d'entreprises. Mais ce n'est en réalité pas aussi simple que ça. Parce que dans un premier temps, il faut faire ce que nous allons appeler chercher sa lettre de mission. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que le Seigneur attend de nous. Il faut pouvoir le savoir. Et cela passe souvent par le premier état que je vous ai demandé de faire pour savoir qu'est-ce que ma personnalité, qui suis-je, ou bien qu'est-ce que j'ai. J'ai parlé de qu'as-tu dans ta main, voilà les réponses à qu'as-tu dans ta main. Ces éléments me permettent déjà, dans une certaine mesure, de savoir un peu, lorsque je passe du temps avec le Seigneur, de savoir vers où je peux m'orienter. On peut avoir une idée d'affaires et le Seigneur peut te dire non, laisse, parce qu'il a choisi autre chose pour toi. Ça peut arriver.
ça peut arriver. Et donc, le premier niveau, ce serait chercher à se connaître, chercher à écouter aussi ce que le Seigneur nous dit. Le deuxième niveau, après, c'est au niveau de l'idée d'affaires. Il faut commencer un processus de validation de l'idée d'affaires. Et ce n'est pas sur un coup de tête. On prend le temps de bien analyser les informations qu'on reçoit. On prend le maximum d'informations. Est-ce que quelqu'un voudrait nous aider avec une idée d'affaires qui lui vient en tête? Est-ce que vous êtes inspiré pour avoir une idée d'affaires? Une idée, juste une idée toute simple comme ça. Je crois qu'au cours de la semaine, l'un des orateurs a parlé du pressing. Donc, on va prendre l'exemple du pressing pour dire que c'est une idée d'affaires, c'est vrai. Mais maintenant, il faut faire valider cette idée-là. Alors, pour faire valider cette idée, il faut déjà commencer par voir chez moi. Si je veux faire du pressing, c'est super comme idée, mais est-ce que j'ai le marché qui va avec? Il a parlé de lancer un pressing, par exemple, auprès des membres de la chapelle. C'est un exemple. Alors, est-ce que j'ai le marché qui va avec? Ça, c'est une belle idée. Est-ce que j'ai les outils qui vont avec? Je n'ai pas besoin de grand-chose pour démarrer. Si c'est de la blanchisserie, je n'ai même pas besoin d'une machine à laver, forcément, si c'est de la blanchisserie. Donc, voilà des questions pour voir. Est-ce que je dispose de matériel roulant pour pouvoir transporter en aller-retour, par exemple, ces habits-là, pour pouvoir les livrer? Qu'est-ce que j'offre de plus que les autres? Pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi plutôt qu'ailleurs? Voilà des questions qui sont contenues dans la prévalidation de l'idée d'affaires. Des questions comme ça. Et une fois que j'ai le maximum d'informations, je peux identifier les acteurs de ce marché. J'imagine par exemple qui sont ceux qui sont également en train de faire la même chose. À combien ils le font? Qu'est-ce qu'ils offrent de plus? Peut-être que dans le secteur de la laverie ou du lavage à sec plutôt, on va parler de ceux qui sont aujourd'hui en train de laver au kilo. Ok, je peux faire cette analyse pour voir, est-ce que le fait de procéder au kilo, ça attire plus les gens ou bien est-ce que ma façon de faire sera différente? Est-ce que je dois jouer sur les prix? Est-ce que je dois jouer sur peut-être la distribution à domicile? Je prends mon tricycle, je m'en vais livrer à domicile. Ou comment est-ce que je dois faire? Est-ce que j'offre peut-être un petit produit, peut-être un parfum, à chaque fois que ça atteint 2 kilos? De petites idées comme ça qui vont faire que les gens vont préférer rester auprès de vous plutôt que d'aller ailleurs. On peut pour cela utiliser une grille de notation. Et au sein de la grille de notation, généralement, on essaie de mettre une pondération, on essaie de mettre des coefficients. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas en train de se tromper, on n'est pas en train de voir, de pratiquer ce qu'on appelle la myopie. C'est-à-dire que le produit, il est tellement bon, moi je trouve qu'il est tellement bon que je pense que tout le monde pense comme moi. Et donc, je me mets à faire des plans plutôt que d'aller me fonder sur ce que les autres vont penser du produit. Moi, je me mets à leur imposer ma façon de voir. Quand je le fais, alors j'ai des risques d'échouer, de faire péricliter l'affaire, alors que ça peut être une très bonne idée à la base. Donc, lorsque j'ai validé ces différents niveaux, je touche ensuite le business model. En réalité, ce n'est pas aussi séparé, mais au fur et à mesure, on les voit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par business model? À ne pas confondre avec le business plan. Le business model ou bien le modèle d'affaires, c'est la façon dont je gagne de l'argent. Je pense que presque tout le monde ici actuellement a un smartphone. Dans le smartphone, vous avez par exemple Play Store qui permet de télécharger des applications. Vous avez des jeux gratuits.
Est-ce que ça vous arrive de vous demander, mais pourquoi ces gens-là, est-ce que ce sont des bénévoles et puis ils ont installé un jeu vidéo et puis c'est gratuit comme ça? Est-ce que on se pose la question parfois? En réalité, leur business model dit, tu offres gratuitement aux utilisateurs. Quand tu as atteint un certain niveau, tu peux dire maintenant, tu peux te retourner maintenant vers les sociétés qui font de la publicité pour dire, écoutez, j'ai 50 000 personnes, j'ai 100 000 personnes qui utilisent mon application, passez votre publicité, mais vous allez payer. Donc à ce moment, le business model n'est pas tourné vers l'utilisateur de l'application, mais c'est plutôt tourné vers ceux qui vont faire, les annonceurs, ceux qui vont faire de la publicité sur l'application. C'est un peu comme ça que ça se passe. Lorsque nous prenons maintenant le business, j'ai parlé du business model, quand nous passons du business model vers le business plan, est-ce qu'on peut faire la distinction? Oui, on peut faire la distinction parce que le business model nous permet de comprendre comment je veux gagner de l'argent. Et moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire cela. Diapo, partie technique. Voilà. OK, merci. Avant d'arriver juste là-bas, je vais expliquer un petit peu. Je prends business model, je dis, OK, moi, mon entreprise, ou bien ce que je veux lancer comme affaire, c'est que je prends les voitures qui sont là, par exemple, et je décide de les laver. À Lomé, nous avons des jeunes qui courent, qui traversent la rue et essaient de laver les voitures. Ailleurs, c'est mieux organisé que ça. Et ailleurs, les gens profitent de l'embouteillage costaud qui est là pour laver entièrement la voiture. Ça, ce sont des gens qui ont su mettre à profit leur temps en mettant également à profit leur imagination. Et ils arrivent et ils réussissent. Donc, vous prenez des routes, surtout au Nigeria, c'est ce que je connais, vous avez des routes où l'embouteillage est tellement costaud que vous avez le temps de laver votre voiture, de carrément laisser sécher et d'avancer. Et vous n'avez pas de soucis. Donc, voilà, ça serait le business model pourrait toucher tous ces différents aspects, par exemple. Par contre, quand on est arrivé au niveau du business plan, partie technique, lorsqu'on va arriver au niveau du business plan, on va maintenant se demander à qui je m'adresse. Parce que quand j'aurai fait ma première évaluation, il se peut que je me rende compte que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour démarrer mon entreprise. J'ai tout ce dont j'ai besoin en réalité. Donc, à ce moment, je fais le business plan d'affaires en français, pour moi-même. À ce moment, je le fais pour moi-même comme étant une ligne de conduite afin que je puisse m'assurer que j'avance suivant mon idée et que je ne m'en détourne pas. Mais je peux également établir le business plan dans le cadre d'une recherche de financement et m'adresser aux institutions ou bien à des amis ou à des apporteurs de capital, d'argent frais, comme on dit. À ce moment, nous avons quelques étapes. Il y a le résumé qui nous permet de voir de quoi on parle concrètement dans l'entreprise, dans le document. Il s'agit d'une entreprise de restauration. Il s'agit d'une entreprise de fabrication de briques. Il s'agit d'une entreprise de lavage de véhicules à domicile. Il s'agit d'une entreprise de tant. On se dit que le résumé, c'est le résumé qui va décider la personne qui tient le document à lire la suite. Si c'est raté, il y a de fortes chances que ça finisse dans un placard. Donc, on prend le résumé pour dire, par exemple, voici une entreprise, ou bien voici un projet d'affaires, ou voici une idée d'affaires qui vous permettra, ou qui nous permettra d'apporter de l'eau à la population délocalisée de Lomé Nord, par exemple, et en même temps en générant un
retour de tant. De quoi capter la personne. Ensuite, nous parlons de la genèse du projet. L'idée m'est venue lorsque j'ai analysé, ou bien nous avons pensé qu'il était temps de trouver une solution suite à tel problème, suite à ceci. C'est décrit. Qui fait le travail? L'équipe. On en parle. On parle de l'analyse du marché. L'analyse du marché, elle est un peu plus costaud, elle est un peu plus forte que l'étude de marché. Avec l'étude de marché, on a des informations qui sont là. On prend des informations sur le terrain. On dit, par exemple, à combien souhaiteriez-vous qu'on vende les t-shirts? On pose des questions à assez de personnes avec des questionnaires élaborés. On essaie de collecter des informations. On va un peu plus loin pour voir pourquoi est-ce que ceux-là, ils ont dit comme ceci. Pourquoi ceux-là, on essaie d'analyser tout ceci. C'est un petit exemple au niveau de l'analyse du marché, mais qui va également porter sur les autres acteurs. Les autres, il y avait sur le marché l'année dernière, il y avait telle société qui fabriquait, mais aujourd'hui n'est plus là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout ça me permet de me dire si c'est une bonne idée ou pas. Moi, si je veux investir, c'est-à-dire en lisant le projet, bien celui qui doit mettre de l'argent dedans doit être convaincu par le contenu de ces éléments. Nous avons ensuite le produit ou le service offert. Nous avons la stratégie qu'on veut utiliser en général. On a la stratégie commerciale, on a les moyens et on a les dossiers financiers. Il est important de préciser là-bas que suivant les personnes à qui l'on s'adresse, il y a parfois des canevas qui existent. Vous allez auprès d'une banque, vous pouvez avoir un canevas par exemple, ou bien vous allez auprès d'une institution spécialisée, elle peut disposer d'un canevas qui va vous dire ce qu'il faut répondre au fur et à mesure, parce que ça leur permet d'aller vite. Mais mieux encore, on peut vous demander des garanties. On peut vous demander des garanties particulières. Il peut s'agir d'une personne qui se porte garante, il peut s'agir d'un bien mobilier ou immobilier, par exemple, etc. Il y a un conseil qui est très important à ce niveau, c'est qu'il faut procéder comme par onde, c'est-à-dire il faut y aller progressivement. Vous avez trouvé que votre idée d'affaires, c'est à Cluis-Aubon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que dans ma maison, j'ai déjà le fourneau? Oui. Est-ce que j'ai déjà la bassine? J'ai déjà le matériel, disons? Oui. Alors, il me faut acheter. De quoi j'ai besoin encore? J'ai besoin de farine, j'ai besoin de sucre. De quoi ai-je encore besoin? Le maïs. Merci. Pardon? Le charbon, voilà. Quoi d'autre encore? Les sachets, les gobelets, voilà. Donc, tous ces éléments, lorsque je les prends, et je peux dans un premier temps faire de la bouillie, et puis en donner aux membres ou bien aux personnes qui habitent ma maison pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. On peut me dire oui, mais c'est trop sucré ton truc. On peut me dire mais ça dure trop quand on te commande. Ça me permet de faire ce qu'on appelle un marché test. Je suis en train de voir ce que les gens vont penser de mon repas, mais à une toute petite échelle. Ça, c'est à la maison. C'est mon Jérusalem en quelque sorte. Maintenant, une fois qu'on est d'accord, que les gens me font les remarques et que je corrige, je leur dis oh, maintenant c'est bon, tu es à l'aise. Je peux me permettre d'en donner par exemple aux voisins ou bien informer les voisins que j'ai démarré quelque chose, voici ceci, voici cela. Il y en a qui donnent des échantillons parfois. Il y en a qui donnent parfois des échantillons et ça évolue toujours dans le même sens.
ce qui est sûr, après avoir fait cette correction, nous avons maintenant d'autres personnes qui ont goûté à la chose. Et ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de manger ce que je prépare. Donc à ce moment, elles peuvent me dire, oui, mais il y a encore à ajuster, il y a encore ceci, ce n'est pas la bonne heure, ainsi de suite. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de corriger mon produit, de l'améliorer pour qu'il soit en phase avec la clientèle. Une fois que c'est OK, je peux me permettre maintenant d'acheter en quantité la farine et tout ce que j'ai et essayer toujours de corriger. L'évaluation au fur et à mesure est très importante. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Pour démarrer financièrement, peut-être que la question viendrait, donc on va anticiper un petit peu. Pour démarrer, on a dit avec le peu, également on peut parler de 0 francs. Il y a quelque chose à retenir, j'en ai parlé tantôt, les carnets d'adresses. Parfois, votre carnet d'adresses peut vous remplacer les sous que vous auriez pu dépenser d'un côté ou d'un autre. Ce n'est vraiment pas à négliger. Mieux vaut une bonne réputation que de grandes richesses. L'estime des autres vaut plus que l'or et l'argent, dit Proverbe 22, verset 1. Et ça s'applique là-bas parce que quand on vous reconnaît comme étant une personne droite, une personne à un certain niveau et tout, parfois même une simple rencontre dans un couloir quelque part peut vous permettre de vous ouvrir des portes. Donc voilà. Ensuite, la bonne moralité. Le service à l'Église, ça va dans le même sens. Et il est également possible, lorsqu'on n'a pas tout de suite les fonds disponibles pour démarrer une entreprise, il est également possible de travailler et d'amasser pour pouvoir progressivement se mettre en branle. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile. Donc voilà quelques éléments. Nous sommes en train d'évoluer vers la fin. Nous avons les recommandations. Quelques recommandations, une dizaine. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Ça, nous le disons, tout le monde connaît ce passage. Ce que cela voudrait dire pour l'entrepreneur, c'est que je dois m'éduquer financièrement. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent à brasser qui fera que mon entreprise réussira. Mais c'est plutôt ma maîtrise du peu, ma maîtrise de l'argent qui fera en sorte que lorsqu'on me confiera même de plus grandes choses, je pourrai les gérer. Je dois faire mes preuves. Pour preuve, le deuxième point que j'ai écrit, c'est « Je ne néglige pas les petits commencements ». Nous avons des exemples. On a parlé du fond d'huile récemment. Je me rappelle aussi du nuage gros comme un poing qui a donné la foi. Je me rappelle des 5 pains et 2 poissons avec lesquels les miracles se sont posés. Et vraiment, être fidèle dans les petites choses. Un autre point, je commence à Jérusalem. Je commence à côté. Je commence avec les gens qui me connaissent, qui peuvent me faire des corrections, qui peuvent m'aider d'une certaine manière à améliorer ce que je veux mettre en place. Un autre point, la vie de mon capital est capitale. La vie de mon capital est capitale. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas de distinction pour mon fonds de démarrage, si je ne mets pas de côté ce qui appartient à l'entreprise par rapport à moi-même, à chaque fois que je viens piocher sur ce capital-là, je suis en train de donner un coup de poing dans le ventre de mon entreprise. Et un jour, elle tombera. Donc, il est important de prendre soin du capital. Il me faut le suivi pour la suite. On en a parlé, l'évaluation, c'est ça qui me permet d'être sûr que je continue sur la bonne voie.
Un mentor m'évite de me tenir le menton. C'est une façon de dire que si nous avons dans notre communauté quelqu'un, un grand frère, un aîné, une maman qui est déjà en train d'entreprendre, je peux me rapprocher de cette personne-là pour vous dire, ah voilà mon idée, ou bien voilà, j'aimerais entreprendre, aidez-moi, quels sont les conseils que vous pourriez me donner? Et ces conseils peuvent nous permettre d'éviter d'avoir à casser les mêmes pots, d'avoir à souffrir de la même manière avant d'avancer vers notre succès. Entreprendre, c'est entreprendre, on l'avait dit. Il faut penser aux nouveaux produits et aux produits nouveaux. Nouveaux produits comme un produit qui n'existait pas sur le marché et produits nouveaux comme un produit qui est innové, un produit qui existait déjà, mais qu'on a revu autrement. Actuellement, au niveau du quartier administratif, il y a des jeunes qui se sont organisés et très tôt, ils vendent de la bouillie. La bouillie, ça existait depuis le temps de leurs grands-parents. Mais de par le fait qu'ils sont bien habillés et qu'ils vendent cette bouillie dans des gobelets, généralement qui servent à boire du café et tout, l'idée vient donc à ce moment à ces personnes de vendre le produit comme si c'était un produit importé. Et les gens ont pris. Les gens achètent, ils savent à quelle heure à peu près ils doivent prendre. Et selon le témoignage de l'un d'entre eux, ils se réveillent très tôt, dans les 4-5 heures, je pense. Ils sont déjà en train de s'apprêter. Donc, ils sont là au moment où il faut pour que les gens puissent prendre leur petit déjeuner avant de rentrer au bureau. Mon entreprise est à mon service et non le contraire. C'est un point aussi qui me touche beaucoup parce que quand on ne fait pas attention, le bébé qui est cette entreprise-là demande du temps à un moment donné. Il faut savoir lui accorder du temps sans en priver celui qui nous a donné l'entreprise. Il arrive souvent qu'après avoir été bénis, les gens disparaissent ou ils sont moins fréquents à l'église. Il ne faut pas que le succès de l'entreprise puisse réduire notre présence à l'église. Et en tant que chrétien, quelques pièges à éviter. Il y a le compromis. Je ne dois pas créer une entreprise en faisant preuve de compromis. Je ne dois pas, même si je ne suis pas obligé de mettre au niveau du nom de mon entreprise que Dieu est fidèle, Psaume 23 ou quelque chose, il faut quand même que je ne sois pas dans le compromis quand j'évolue avec le Seigneur au niveau de mon entreprise. La gratuité, ça aussi, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui tue le business surtout, ou bien qui affecte, je vais dire, le business quand on est entre frères chrétiens. Parce qu'on a tendance, quand on ne sait pas bien faire la part des choses, on a tendance à faire gratuitement ce qui devrait nous rapporter, ou bien ce qui devrait rapporter à l'entreprise pour lui permettre de grandir et de servir encore d'autres personnes. Donc, il faut faire attention à cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de services gratuits, par exemple, mais il faut vraiment en tenir compte quand on prend des éléments. La course d'argent, parce qu'à un moment donné, il y a le risque de se mettre à courir pour l'argent. Il faut également faire attention. Et pour finir, le découragement et puis délaisser Dieu. Ce sont des éléments qu'il faut surveiller du coin de l'œil quand on avance, parce que ce n'est pas une vie, la vie entrepreneuriale, elle est faite de hauts et de bas, mais quand on est avec le Seigneur, vous vous rendez compte qu'il y a des hauts et des bas, mais on progresse, on va toujours vers le haut pour la gloire de son nom. En conclusion, nous allons dire que
si je peux avoir l'image, la dernière image. Voilà une image d'une montagne. Et il y a quelqu'un tout en haut, si vous pouvez voir, qui profite de la belle vue de la plaine. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Non. Alors, il y a quelqu'un ici, et moi, cette image m'a rappelé le thème de cette année, et l'image m'a également parlé par rapport aux efforts que Caleb a dû faire. Parce que la montagne lui était acquise, comme nous l'avons suivi en prédication. La montagne lui avait été offerte déjà, mais ce n'est pas parce qu'il a accepté l'offre qu'un beau matin, il y a eu un tremblement de terre et puis tous les géants qui habitaient sont morts, ils sont enterrés dans des crevasses. Non, il a dû, après, il a dû aller conquérir. Et lui, en tant que guerrier, il a dû sûrement utiliser ce qu'il avait comme technique, comme méthode de militaire. Il a dû faire preuve de stratégie afin de conquérir ce qui lui a déjà été donné. Aujourd'hui, les règles n'ont pas changé. Si tu ressens le besoin, tu demandes tu demandes l'idée d'affaires et les orientations au créateur, c'est bien, mais après, tu établis ton plan d'attaque, qui est ton plan d'affaires, tu rassembles tes ressources, tu commences petitement en gardant un œil sur tes prévisions et le Seigneur bénira ce que tu entreprendras. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Nous avons prévu quelques fiches à distribuer pour ceux qui seraient intéressés. Il s'agit de certains tests de profil entrepreneurial. Parce que je le disais, il faut se connaître, il faut savoir est-ce que je suis à l'aise en tant qu'entrepreneur, est-ce que je serai à l'aise en tant qu'entrepreneur. Donc, à la fin, vous pourriez avoir ces fiches-là aussi. Ça vous permettra de voir si vous devez être dans l'action ou si vous travaillez déjà, si vous pouvez plutôt vous mettre à côté de quelqu'un qui travaille pour le soutenir. Il y a plusieurs schémas qui sont possibles en tout cas. Merci bien. S'il y a des questions, je pense que nous pouvons les recevoir. Ou des compléments aussi.